Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Libérer la bête dans lequel nous partageons toute la matière dont un entrepreneur a besoin pour grandir et faire grandir la boîte qu'il a dans les tripes. Alors je suis avec Nicolas. Nicolas, est-ce que tu voudrais faire ton check-in? Oui, bonjour Natacha, ça me fait super plaisir d'être là à nouveau pour cet épisode dans lequel on va parler d'un sujet qui me tient vachement à cœur parce que c'est une clé de lecture que j'utilise énormément, ça s'appelle la petite voix. Donc on va rentrer dans les détails de comment ça fonctionne et grosso modo si on veut faire une vue d'avion, c'est comment est-ce qu'on peut prendre du recul sur les mécaniques qui nous empêchent de changer nos habitudes et comment est-ce qu'on peut les observer et prendre la main sur ces mécaniques plutôt que de les subir un peu en permanence. Super, merci. Moi, je suis effectivement ravie d'être là pour ce nouvel épisode et j'ai hâte qu'on parle de tout ça. Alors, tu nous présenterais la petite voix, Nicolas? La petite voix. Je pense que le plus simple, c'est que je raconte la manière avec laquelle on me l'a transmise, cette notion de petite voix, parce qu'elle est assez représentative. Je tiens ça d'un de mes géants, donc je fais en sorte d'être accompagné en permanence par des personnes qui ont un gros temps d'avance sur ce que j'ai pu creuser. Donc ce géant-là, il n'est pas du tout connu en France. Il s'appelle Blair Singer, Singer comme un chanteur. C'est un Américain, c'est de ma fenêtre en tout cas un des meilleurs formateurs au monde. Et j'ai eu la chance de participer à plusieurs programmes avec lui. Et donc comment ça se passe un programme avec lui? On est dans le premier que j'ai fait avec lui, on est 500 dans la salle. Il est sur scène, en train de nous mettre en énergie pour les quelques jours de formation qui arrivent. Et du coup, il nous fait tous valider qu'effectivement, on a bien envie tous de faire progresser notre boîte, qu'on a bien tous envie dans la salle d'aller à la prochaine version de nous-mêmes, parce que c'était pour ça qu'on était venus en fait. Ok, tout le monde a validé. Et là, il nous partage le fait qu'on a sans doute un problème. Il nous dit ça tel quel. On a un problème parce que vous en soyez conscient ou pas, en fait, la majorité de vos actions sont décidées par votre cerveau inconscient. Dans une immense majorité, c'est-à-dire que c'est 90-95% de nos actions qui sont décidées de façon complètement automatique dans notre tête. On a la partie consciente de notre cerveau qui est bien présente, mais finalement, elle influence que 5 à 10% de nos choix. Et donc il continue en nous expliquant que cette partie inconsciente du cerveau, elle a un boulot majeur dans sa vie, elle a une fonctionnalité majeure, c'est de nous faire résister au changement, faire en sorte que les habitudes qu'on a mises en place, les différents comportements, etc., ne bougent pas, parce que cette partie inconsciente, elle a une peur panique du changement. On pourra détailler le pourquoi si tu veux. Et que dans le contexte d'une formation, puisqu'on était là pour quelques 5 jours de formation ensemble, évidemment ça va frotter, quoi. Parce que lui il va nous pousser des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements. La partie inconsciente de notre cerveau, elle est câblée pour résister aux nouvelles habitudes, aux nouveaux comportements. Et il nous dit, du coup, on a un problème. Et donc moi, j'ai beaucoup apprécié cet état des lieux. Et il utilise cette poignée, cette notion de petite voix, pour illustrer le fait que la partie inconsciente du cerveau va nous susurrer pendant tout le temps de la formation des bonnes raisons de ne pas changer. Mais c'est dangereux, si c'était vrai, ça se saurait, mais dans mon cas, c'est différent, etc. Et il appelle ça la petite voix. Donc moi, instantanément, ça m'a parlé. Je me suis dit, mais oui, mais c'est évident en fait que j'entends la petite voix tout le temps, euh, depuis toujours en fait, et que je l'entends dans le contexte de la formation avec lui, mais que je l'entends même dans ma vie de tous les jours. Et ça a été ma découverte avec cette notion de petite voix que du coup, depuis, j'observe partout, je décortique, que ce soit pour moi, pour mes clients, pour notre fonctionnement interne dans l'équipe, chez ma femme, dans notre relation de couple, chez mes enfants, partout, hein. Voilà l'histoire au départ de cette petite voix. Ça la donne? Ouais, super. Et du coup, pourquoi tu as envie de parler de ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui te donne envie de partager ce sujet particulièrement? Alors, ce qui me donne envie de partager ce sujet, c'est que, sans qu'on en soit conscient, pour l'immense majorité des gens, dans l'immense majorité des cas, c'est notre petite voix qui mène la barque. C'est-à-dire que pour les décisions habituelles, alors que j'ai l'impression de prendre les décisions de façon rationnelle, comme quelqu'un un peu libre et indépendant, etc., sans que je m'en rende compte, dans l'immense majorité des cas, c'est ma petite voix qui décide à ma place. Un peu comme si, enfin, c'est pas un peu comme si, parce que c'est exactement ça, en fait, on est conditionné par que ce soit par culture, par notre famille, etc. On est conditionné à avoir une tonne d'habitudes et de comportements, et on a l'impression qu'on les décide, alors qu'en fait, on les décide pas tant que ça, on est juste dans des automatismes. Et bon, ça, ok, c'est un état de fait, on pourrait dire que c'est grave, c'est pas grave.
peu importe finalement. Moi, ce qui me chagrine avec ça, c'est que cette petite voix nous pousse à rester dans la version dans laquelle on est en ce moment. Et du coup, finalement, un des principaux freins entre une meilleure version de nous-mêmes, une meilleure version de notre boîte, une version sans doute plus alignée avec ce qu'on a dans les tripes, et la version actuelle, c'est cette petite voix. Du coup, tant qu'on la reconnaît pas, cette petite voix, tant qu'on n'accepte pas d'y travailler, de la manœuvrer, ben on est coincé en fait. Et on peut passer une vie à être coincé sous l'emprise de cette petite voix. Ça répond à ta question ? OK. Et comment tu te rends compte que c'est ta petite voix qui est aux commandes et pas toi? Comment tu arrives à voir que c'est, Ouais. Euh, c'est pas évident d'abord, donc c'est le fruit d'un entraînement, c'est-à-dire que c'est pas, on décide pas du jour au lendemain, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais savoir repérer ma petite voix des autres voix que je peux entendre. Et puis c'est jamais gagné, c'est-à-dire que c'est un apprentissage continu. Il y a quand même des patterns, des schémas types que cette petite voix utilise, moi qui me mettent sur la piste à chaque fois. Le premier schéma type qui est hyper classique, la petite voix, elle va être dans le déni d'une situation donnée. Et donc s'il y a une situation qui se présente, qui me pousserait à changer mes habitudes, à changer mes comportements, si j'entends à l'intérieur du non mais t'as mal dû comprendre, ou oui ça peut-être que ça pourrait marcher dans d'autres cas, mais là en fait toi ça te concerne pas, etc. Donc une situation assez typique de déni en fait. Ça, c'est une alerte. Donc je dis pas que toutes les situations de déni, c'est la petite voix qui parle, mais dans l'immense majorité des cas, déni égale petite voix qui parle. Il y a un autre pattern qui est assez fréquent, c'est celui de chercher des excuses. Je voudrais bien changer, mais parce que j'ai telle spécificité, bah en fait ça va pas être possible. C'est une excuse assez classique qui vient en tout cas que formule la petite voix, c'est mon cas est différent. Oui, je comprends bien qu'il faudrait faire ci, faire ça, je comprends bien que ce serait mieux de faire ci, faire ça, mais moi, dans mon cas, différent, ça n'a pas marché. Je continue, hein, il y a encore un ou deux autres patterns que je peux te partager qui sont assez classiques. Ça te va ou il y a une Oui, qui donc là l ah bon. là, tu as parlé du déni, donc qui est en gros, «Non, non, moi j'ai pas de problème, ce problème Ah, n'existe pas, c'est ça. ça ne me concerne pas». Le deuxième qui est donc l'excuse de: «Oui, bon d'accord, j'ai peut-être un problème, mais bon, parce qu'il y a telle raison, moi je vais pas changer ou je peux pas changer». Exactement, ouais, les deux cas, tout OK. à fait. Troisième pattern, les accusations. Moi, je voudrais bien changer, mais à cause de ma femme, mes enfants, mon collègue, mes clients, etc., bah, malheureusement, c'est pas possible. Dans le couple, c'est assez fréquent, ça. Très puissant, ça, hein, comme stratégie de la petite voix. Et il y en a une autre mais qui est un petit peu différente parce elle est elle concerne des gens qu'on connaît peu ou pas. C'est-à-dire que quand on reçoit des injonctions ou des possibilités de changement d'habitude, changement de comportement de la part de, je sais pas moi, gens qu'on voit à la télé, de gens qu'on va voir sur YouTube, des gens qui sont pas dans notre sphère d'influence directe, là la petite voix elle va faire du dénigrement. Très très Mmh. efficace aussi, mais t'as vu, il ressemble à rien, mais de toute façon c'est n'importe quoi, puis j'ai entendu que dans sa vie, avant il a fait ça, etc. Enfin, chercher toutes les excuses possibles Mmh. pour aller saboter en fait le messager plutôt que le message. C'est qui lui pour parler de ça, Ouais, c'est qui lui, etc. Donc c'est Mmh. beaucoup moins vrai dans la sphère proche parce que souvent en fait ces questions ont vachement moins de prise, mais ça marche quand même aussi. Hein. Un ami qui va me donner un conseil et je sais que lui il est pas complètement raccord avec ce conseil dans sa vie, bah je vais lui dire attends mais t'es qui toi pour me dire comme ça, attends, regarde devant ta porte. Et même si le conseil est hyper pertinent en fait, hein, Mmh. je vais dénigrer le messager plutôt que le message. Très Tu vas classique. mettre le focus, sur la personne plutôt que sur, Voilà, OK. c'est ça. Voilà. OK. Donc ça fait déjà un bon petit panel de stratégies moi qui me permettent de quand ça ressemble à ça, ce que j'entends, je dis alerte. Il y a quand même une bonne probabilité que ce soit ma petite voix qui soit en train de me parler plutôt que moi en fait. Il y a un double à l'intérieur de moi qui est en train de me tirer comme une marionnette. OK, donc si je résume, en gros, c'est tout ce que tu viens de nous raconter, c'est donc tu as cette conscience que, 90-95 de tes décisions, elles sont prises par ton inconscient qui est donc très réfractaire au changement parce qu'il, je crois qu'on n'a pas parlé de pourquoi d'ailleurs, mais, il aime pas ça en tout cas, il veut Non, pas de changement ça. et donc toi, ta façon d'aborder ça, c'est ta conscience de ça et donc tu es plutôt attentif à, ce que cette petite voix,
elle va te dire, et quand ça ressemble à un des 4 patterns que tu viens de nous présenter, là, du coup, tu te poses la question de te dire: est-ce que c'est vraiment moi qui prends cette décision ou est-ce que c'est ma petite voix qui veut pas que je change?» Exactement ça, ouais. C'est ça, OK. Et je peux répondre on va quelques minutes sur la question du pourquoi l'inconscient frotte ou pas? Ouais. Ouais. Le, L'inconscient frotte, si je le fais de façon très cash, hein, en fait, il a peur de mourir. Notre inconscient, sa fonctionnalité, c'est d'assurer la survie dans toutes les conditions, hein, et c'est son job, hein, et donc on peut le remercier pour ça parce que c'est quand même assez pratique. Euh, En revanche, ce qui est un petit peu moins pratique, c'est que cet inconscient a associé le changement à un danger de mort, sans faire de gradation. C'est binaire, hein. Pour lui, changement égale danger de mort. C'est lié à une histoire collective de l'humanité, c'est juste que pendant effectivement des dizaines de milliers d'années, changement était égal à danger de mort physique, à très court terme souvent. Il y a des bestioles, je sais pas, des tigres, machin, qui allaient nous tomber dessus et qui allaient nous agresser, quoi. On a gardé ce schéma-là alors qu'il y a un peu moins d'animaux sauvages qui vont nous sauter dessus. Et puis il y a aussi dans l'histoire individuelle qui est qu'on est tous passés par un événement assez traumatisant qui s'appelle la naissance, qui est un changement juste complètement majeur quand on passe de confort absolu à une certaine violence, quoi. On a faim, on a froid, on se fait mal, on a nos différents besoins qui sont plus du tout satisfaits en permanence. Et ça, c'est tellement traumatisant pour l'inconscient qu'il se dit non mais ce coup-là du changement, mais il y a plus moyen qu'on me fasse vivre ça, quoi. Du coup, il sort les piolets, les crampons, les sécurités, machin, et puis il se met en vigilance permanente sur tout ce qui ressemble à du changement. Donc c'est louable, hein, enfin c'est hyper précieux parce que pendant notre enfance, etc., quand on se construit, ça nous permet de nous protéger d'énormément d'agressions et d'énormément de changements qui seraient pas forcément bénéfiques pour nous. Mais il se trouve que ces mécanismes-là perdurent même dans une phase de vie où on n'en a plus du tout besoin. C'est là où ça devient toxique, ça fait comme un peu le boulot d'un ressort, c'est une force de rappel en physique, hein, qui nous retire en arrière, mais un truc de fou. C'est clair cette histoire de... Oui. C'est que je le formule. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'inconscient, lui, son boulot, c'est de te garder en vie, et pas de te rendre heureux. Ouais. L'essentiel, c'est que tu sois en vie. Si t'es malheureuse, c'est pas grave parce que t'es en vie. C'est ça le plus important. Donc le changement qui promet de te rendre heureux, l'inconscient, ça va pas le toucher, ça va pas lui donner envie d'y aller quand même. Ah, exactement, ouais, c'est super bien formulé. Ouais. C'est exactement ça. OK. Alors du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ça maintenant que éventuellement, des personnes qui découvriraient la petite voix, hem, maintenant qu'elles ont pris conscience éventuellement de ce qu'on vient de dire, que donc elles sont aussi équipées de la même fonctionnalité, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? On peut leur conseiller de pas en faire trop. C'est-à-dire que le fait de prendre conscience de cette petite voix, c'est un changement. D'accord? Et comme tout changement, ça va déclencher la petite voix. D'accord? Et du coup, la probabilité que la petite voix sorte ses stratégies habituelles, qui sont le déni, non, non, ça me concerne pas, c'est pas un problème. C'est-à-dire, en gros, moi, j'ai pas de petite voix, je suis câblé différemment des autres. Sortent des excuses. Ah oui, d'accord, ok, peut-être que j'ai une petite voix, mais c'est bon, on me la fait pas à moi. Moi, je sais la maîtriser, ma petite voix, je sais la repérer, etc. Les accusations, ok, ma petite voix, d'accord, mais à cause de ma femme, bref. Donc, si on veut faire une espèce de stratégie brutale pour aller reformater la petite voix, ça ne va pas marcher parce qu'on va s'opposer à la petite voix. La seule étape par laquelle on peut commencer, et dans laquelle en fait on a besoin de baigner pendant un temps, c'est de l'observer. C'est pas plus que ça en fait. Donc ça paraît souvent décevant à ceux qui sont hyper volontaires dans leur progression, transformation. Oui, mais moi je veux faire des trucs, je veux changer, je veux que ça bouge du jour au lendemain. Ben non, en fait, c'est pas possible, quoi. C'est ancré trop profondément. On n'a pas besoin de s'observer pendant des années, mais on a déjà besoin quand même de passer par une vraie phase. On va l'observer, cette petite voix, sans la juger. Ça veut dire juste la voir passer, quoi. Donc pour ceux qui font de la méditation, c'est l'équivalent au fait de voir passer une pensée pendant la méditation et hop, juste l'observer. Ah tiens, hop, elle est passée, et puis elle part. Pour ceux qui font pas de méditation, on va retenir juste ah tiens.
Donc, il y a la petite voix qui me parle, qui me dit un truc, qui dit: «Ah mais non, attends, fais pas ça, super dangereux, et cetera». Je dis: «Ah tiens, OK, tu là, toi. Merci», et c'est tout. Ah Juste tiens, et puis peut-être le célébrer de l'avoir remarqué aussi. ouais, on peut célébrer d'avoir remarqué, on peut la remercier aussi, hein. On peut lui dire: «OK, merci. Merci d'avoir été là pendant toutes ces années, merci de m'avoir sauvé la vie pas mal de fois, merci de m'avoir protégé, merci de m'avoir permis de construire des habitudes». On n'est pas obligé de remercier tout ça à chaque fois, mais en tout cas, merci quoi, le petit moment de gratitude, on va faire la petite voix. Merci, et c'est tout. Voilà, et rester avec, ça c'est Isa Padovani qui parle de cette expression, rester avec, c'est-à-dire accepter que cette petite voix soit là. Accepter, ça veut dire éviter de se flageller. Souvent, Mmh. quand on va la voir, cette petite voix, on va se dire: «Putain, mais comment c'est possible que j'ai une petite voix qui me dise ça, quoi, tellement c'est débile». Souvent, c'est quand même assez débile, hein, ce qu'elle dit, la petite voix. Et du coup, quand on commence à l'observer, c'est très difficile de pas être en train de s'auto-flageller, de juger cette petite voix en disant: «Putain, mais c'est n'importe quoi ce que tu me racontes, quoi». Non, mais ça, j'invite à juste observer, laisser passer, remercier et accepter que cette petite voix, elle est là. Et puis qu'il y a un moment où on pourra s'en détacher, mais que un moment pour l'observer, un moment pour s'en détacher, que le fait de faire les deux en même temps, ça demande un certain entraînement, une certaine habitude, et c'est pas évident au départ. Je voudrais réinsister sur le fait de la remercier. Ça peut paraître un peu bizarre, hein, de se quand on n'a pas l'habitude de faire ce genre de truc, de vouloir remercier, sa petite voix. C'est aussi une façon justement de pas se flageller et d'accepter et d'aimer, en fait, cette petite voix qui, malgré tout, comme tu l'as dit, elle a son utilité. Elle permet de prendre des décisions et de te protéger. Donc la remercier, c'est aussi lui donner de l'amour et donc se donner de l'amour à soi-même puisque elle fait partie de nous, cette petite voix. Ouais, tout à fait, et c'est accepter que, oui, elle fait partie de nous. C'est exactement ça, et du coup, bah, peut-être qu'à un moment, elle fera plus partie de nous parce que, cette partie-là de la petite voix, ou cette facette-là de la petite voix n'aura plus d'utilité. Mais en tout cas, pour l'instant, elle fait partie de nous, elle fait partie de tout ce qui nous a construit, et que si on la sabre, enfin, c'est vraiment, j'utilise cette métaphore, quoi, si on la sabre, en fait, on se coupe un morceau de nous. Et je constate que cette petite voix, une fois qu'on la reconnaît, qu'on l'accepte, c'est vachement plus facile, mais c'est 1000 fois plus facile après d'aller désamorcer les parties de la petite voix, les facettes qui ont besoin d'être désamorcées. Vraiment 1000 fois plus facile. Je vois souvent des gens qui ont envie de s'en détacher ou de la sabrer, à la hussarde, quoi. Mais ça ne marche pas. Enfin, c'est extrêmement compliqué, c'est douloureux, et puis la probabilité qu'elle revienne le jour d'après est quand même extrêmement forte, hein. Ou sous une autre forme, ou même peut-être d'ailleurs, par une maladie, enfin que ça se Mmh. somatise. Bref, on part dans des trucs un peu pourris, quoi, si on la respecte pas, cette petite voix, pour ce qu'elle est au départ, au moins. Tu dirais que tu as quelle relation toi aujourd'hui à ta petite voix par rapport à celle que tu avais, peut-être avant d'avoir cette prise de conscience, au début de ta prise de conscience et maintenant comment ça a évolué, Ouais, bonne question ça. Donc elle est sous vigilance permanente, hein, permanente, hein. Je sais pas si elle le sait, mais je pense qu'elle le sait. Vigilance permanente, ça veut dire que moi je l'observe tout le temps, et j'ai missionné officiellement les gens qui m'entourent, bah, dont toi, à l'observer. Donc ma femme est missionnée pour l'observer et pour me dire quand je suis en train de réfléchir avec ma petite voix. Mes enfants, peu, en tout cas en courant intermittent, ça c'est pas encore officiel. Quand je suis en train de m'observer sur un sujet particulier de ma petite voix, là je leur demande: tenez, si j'ai ce genre de réaction, ce genre de comportement, merci de me le dire, hein. Et donc c'est pas juste petite voix tous azimuts. Et puis les différentes personnes qui m'accompagnent, hein, aussi sont au courant de cette poignée-là, de ce prisme-là, et puis me font monter. Il y a beaucoup de respect pour ce que cette petite voix me remonte, mais il n'y a pas vraiment de pitié, quoi. C'est-à-dire que une fois que c'est remonté, bon, c'est dans le viseur, quoi. Et d'une manière ou d'une autre, ça va peut-être mettre 2 minutes à sauter, ça va peut-être mettre un an, mais c'est mmh. dans le viseur. Et quand c'est dans le viseur, j'ai une espèce de truc d'accroche là, comme les missiles là. Ça sort plus trop du viseur, quoi. Voilà. Est-ce que tu dirais que la petite voix quand elle t'amène un déni, une excuse, une accusation, c'est lié
à une peur ou une croyance limitante ou un truc à faire sauter? Est-ce que tu vois un lien direct ou pas? Ouais, donc là où j'en suis de mes recherches, oui, un lien direct et quasi systématique. Par contre, c'est pas du tout évident d'aller faire le lien. Donc à force d'entraînement, on arrive en fait à faire les liens. Parce que souvent, la petite voix, comme elle est quand même assez fourbe, va se manifester sur des situations qui ne peuvent avoir qu'un lien assez lointain avec le trauma ou la peur. Il y a des fois où c'est assez direct, où c'est assez lumineux, quoi, puis il y a des fois où c'est quand même assez fourbe. Donc oui, il y a un lien, là où j'en suis de mes recherches, systématique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça cache un trauma, une peur. Un trauma, c'est pas forcément un truc majeur qui nous est arrivé dans notre vie, c'est un truc qu'on a vécu comme étant majeur. Du coup, perdre son doudou, ça peut être traumatisant, alors que voilà, on peut partir du principe que perdre son doudou, c'est pas majeur, quoi. Et donc tout ça fait partie de cette autre image que j'utilise beaucoup, qui est l'aquarium. Donc on vit dans un univers conditionné, dans une espèce d'aquarium, une bulle dont on n'a pas vraiment conscience, ou conscience qu'en partie. Les peurs, les traumas sont autant de facettes de cet aquarium, et la petite voix, c'est la ligne électrique. Dès qu'on s'approche d'une peur ou d'un trauma, ou d'une habitude, clac, elle se déclenche et elle va envoyer la décharge, quoi. Ou envoyer l'espèce de leurre, la stratégie de contournement de déni, excuse, accusation, dénigrement, etc. OK, cool. Et donc du coup, si tu fais sauter cette peur ou cette croyance ou tout ça, la petite voix, elle revient plus sous cette forme-là, Ouais, ça théoriquement? désamorce le fil électrique correspondant. Ouais, OK. Je te posais cette question parce que moi, je vois bien, en exemple, par exemple, en ce moment, j'ai une petite voix qui revient énormément et je pense qu'elle concerne beaucoup de gens, c'est la petite voix de: «Tu es pas légitime». Ce petit truc de: «Ah ouais, elle est super cette opportunité, mais c'est pas pour toi. Enfin, tu es qui toi pour prendre cette opportunité?» Tu vois? Ce truc qui revient en permanence et donc je me dis bien que le jour où j'aurai fait péter ce syndrome de l'imposteur, cette petite voix, elle viendra plus ou elle viendra plus sous cette forme, en tout cas. Ouais. Oui, donc excellent exemple, hyper courant et qui me fait toujours rire et sourire. Moi, j'ai été victime du syndrome de l'imposteur sur plein de sujets, et je suis toujours victime du syndrome de l'imposteur sur plein de sujets. En fait, c'est jamais terminé, parce que plus on grandit, souvent on change de cours, du coup, et du coup, dans la nouvelle course, comme un nouveau niveau de jeu vidéo, t'es à nouveau le petit pousset, quoi, comme quand t'arrives au collège. T'as terminé le primaire, t'étais le grand, et puis bam, tu changes de niveau, tu te retrouves au collège où t'es le petit, et paf, syndrome de l'imposteur. Euh, donc c'est rigolo de voir les stratégies de la petite voix par rapport à ce syndrome-là, hein. Le déni, quand on reçoit des signaux faibles de la part de gens qu'on pourrait aider, pour qui c'est assez évident en fait qu'on est la bonne personne et qui nous le disent. Et donc on va minimiser à fond ce qu'ils vont nous dire. Genre, on va faire la sourde oreille, on va pas entendre, quoi. On va oublier. C'est juste trop drôle, quoi. Les excuses, oui, je comprends, mais c'est pas le moment, mais plus tard peut-être, quand je serai plus formé. Ah oui, ça, le fait que quand j'aurai terminé ma formation ou fait d'autres formations, là, je pourrais, là. Ou quand j'aurais aidé vraiment des gens. Oui, mais si tu commences pas à les aider vraiment, ça va pas être terminé, quoi. Accusation, pareil. Mmh. J'ai essayé avec un tel, puis en fait, c'était pas du tout le même profil, et puis ça a pas marché. C'est de sa faute, c'est de ma faute, je sais pas, mais en tout cas, je suis pas la bonne personne. Bref. Ça me fait tellement rire, c'est tellement courant, et c'est tellement classique, et puis c'est Ouais. tellement l'histoire de notre vie, en fait, tout le temps. Ça me fait rigoler. Mais sur le coup, je sais que c'est assez désagréable, hein. C'est hyper intéressant, ce que tu disais là sur le fait, de faire la sourde oreille ou juste, oublier ou moi j'ai fait ce constat-là, parce que du coup je liste mes succès tous les jours et une fois par an quand je fais mon bilan annuel, je relis tous mes succès de l'année et je me suis rendu compte l'année dernière que j'avais eu plusieurs fois les mêmes prises de conscience sur ce que je pouvais faire, sur, qui je pouvais aider et cetera et donc là, j'avais pas fait le lien en fait, mais effectivement, c'est ma petite voix juste ou mon inconscient qui a tout fait pour que j'oublie ces trucs-là et pour pas que je change, quoi. C'était vraiment frappant mais attends, cette prise de conscience, je l'ai eu au mois de janvier, je l'ai eu au mois de mars, je l'ai eu au mois de juin et j'ai encore l'impression de l'avoir aujourd'hui, c'est assez incroyable. Hem, Non, OK. je peux revenir là-dessus sur la prise de conscience. Ça Ouais. me deux sujets.
On a la même chose dans les formations en fait. Et donc dans une formation, dans la plupart des formations en fait, le lendemain de la formation, les gens ont oublié 80% une formation conçue de façon standard, la plupart du 80% est partie le lendemain quoi. Et ça veut dire qu'en fait, pour moi, pendant la nuit, la petite voix est passée avec ses pelletées de sable, là, enfin, c'est l'image que j'aime utiliser, quoi, pour aller étouffer là, toutes ces velléités de changement. Elle n'a pas forcément fait pendant la journée, parce qu'on a peut-être réussi à contourner le truc, mais alors, la nuit venue, c'est le festival. Quoi. Et le lendemain, hop, tout a bien été mis sous le tapis, c'est bon, on peut continuer comme avant. Et ça s'appelle la courbe de l'oubli, ça. C'est-à-dire que, enfin, ouais, grosso modo, au bout d'un mois, il reste plus rien. Et donc, c'est ce qu'on constate dans les formations dans le milieu pro, même perso d'ailleurs, la plupart du temps, au bout d'un mois, il reste 3 cacahuètes de ce qui a été transmis. Et Quand il n'y a pas d'accompagnement derrière qui ouais, quand permet il n'y a pas justement de... d'accompagnement, et qu'en fait, la formation, la conception de la formation, passe complètement à côté du fait que la petite voix existe et qu'on le veuille ou non. Quoi. Et donc, les formations qui sont juste techniques, que ce soit des formations de développement personnel ou des formations business, si la formation contente de donner les techniques de comment on fait, ça a aucune chance quoi. La petite voix, elle va aller nous colmater tout ça, toc 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 toc, et en 2 temps 3 mouvements, ce sera effacé quoi. Si en revanche la formation prend la peine d'accepter que la petite voix fonctionne, de faire reconnaître la petite voix aux différentes personnes et d'accompagner la petite voix pendant la formation, donc il y a plein de techniques pour ça. Là, on a une propension, enfin une probabilité que la formation s'incarne et reste chez la personne, ça n'a juste rien à voir. Quoi. Enfin, on inverse complètement les probabilités. Quoi. Excellent. Ce qui est bien sur sur cet effacement. Mais c'est tellement beau à voir. C'est magnifique en fait, ce process. Ah ouais, putain, j'ai été capable d'occulter ça. Et j'ai un exemple dans la physiologie. Ça digresse un peu, mais je crois pas tant que ça, parce que c'est juste, ça se pose là, je crois. Il y a une centaine d'années, la médecine officielle a découvert qu'on avait des centres neuronaux assez importants hein, dans le cœur et dans les intestins. Quoi. Et c'est pas juste 4 neurones qui se battent en duel, quoi. C'est des équivalents de cerveau de la taille du cerveau dans la tête d'un mammifère, un chien. Là, je crois, enfin, entre le mulot et le chien. Quoi. Ok, donc la médecine a découvert il y a 100 ans qu'on a 3 cerveaux en fait. Un dans la tête, un dans le cœur, un dans les tripes. Et la médecine a oublié ça. Pendant 80 ans, la médecine a oublié que ça avait été découvert. Parce que c'était publié dans les revues officielles, machin. Et hop, saboteur. Donc ça, parce que la petite voix existe au niveau de l'inconscient collectif aussi. Donc c'est exactement le même mécanisme, mais dans l'inconscient collectif plutôt que dans l'inconscient d'une seule personne. Et je trouve ça juste magnifique que ce genre de procédé-là soit possible. Et puis hop, 80 ans plus tard, des gens ont redécouvert, comme si c'était la première fois que c'était découvert. Parce que ça aurait fait trop de changements dans la Ah ouais, médecine. c'est la merde. Dans le paradigme de cette époque-là, c'était la merde. C'était un paradigme pyramidal où il faut un commandant en chef, quoi. Et si c'est un homme, c'est quand même mieux. Et du coup, c'est pas possible, quoi. Le fait qu'il y ait genre une espèce de triade qui décide avec du coup un système de décision qui dépasse tout ce qui se faisait à ce moment-là. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, et puis ça remet en cause tellement de trucs, ces différents cerveaux. Bon, allez hop, pelleté. Voilà. Donc on pourra, évidemment, des gens qui sont médecins et qui historiens de la médecine, etc., ont peut-être une lecture différente. Je serais content d'entendre leur petite voix s'ils ont une lecture différente. Mais je trouve ça génial de voir dans des secteurs du coup qui n'ont rien à voir avec le développement d'une seule personne, ouais, cette capacité d'oubli. Wow, c'est juste... La petite voix collective, quoi. Ouais, la petite voix collective, la mécanique est le même. Hein. De toute façon, l'inconscient collectif a des mécaniques qui sont tout à fait similaires à l'inconscient d'une personne. C'est assez rigolo à expérimenter. Et voilà, c'était un petit exemple qui permettait d'illustrer ça à une autre échelle. Ok, cool. Alors effectivement, on est parti un peu loin. Si on On revient. reciblait un peu sur le sujet de ce podcast, qui est donc d'aider, de donner de la matière aux entrepreneurs pour les aider à grandir personnellement, mais aussi les aider à faire grandir leur boîte. Qu'est-ce que, quel lien tu ferais quel lien tu ferais entre la petite voix et la boîte? La Quel vie lien je fais entre la d'entrepreneur. petite boîte et la boîte Le lien que je fais, c'est d'assumer en fait que chacun de nous vit dans cet aquarium de croyances, d'habitudes, de conditionnements, de traumas, dont on n'a qu'à moitié conscience, que cette petite voix, c'est le fil électrique à l'intérieur de mon aquarium,
et que une entreprise, la plupart du temps, c'est un groupe de personnes. Même si on est solopreneur, on a quand même toujours une personne pour nous filer un petit coup de main, etc. Enfin, c'est un groupe de personnes, et que du coup, ce groupe de personnes a aussi son propre aquarium, avec ses croyances, avec cette petite voix de groupe de personnes. Euh, et qu'on est bridé par ça, en fait. Le facteur limitant d'une personne, le facteur limitant d'une entreprise, va se manifester à travers la petite voix. Le truc qui nous bride, qui nous empêche de progresser à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est pas forcément faire x10 en chiffre d'affaires. Hein. L'étape d'après, ça peut être peut-être choisir 10 fois plus ses clients. Ça peut être faire des missions ou vendre un produit qui est 10 fois plus aligné avec ce qu'on veut faire. Ça peut être vivre une vie d'équipe qui est 10 fois plus en cohérence avec les valeurs qu'on a. C'est pas forcément la croissance à tout craint. Quoi. En tout cas, le facteur limitant entre la version actuelle et la version qu'on vise se manifeste à travers la petite voix. On a le choix, en fait. On a le choix de buter contre ce facteur limitant, de buter contre cette petite voix et de rester dans le carcan qu'elle nous crée, ou on a le choix d'aller la regarder dans l'intention de la dépasser un jour ou l'autre. Et ça se décide, en fait. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et Est-ce c'est qu'il y a un jeu. Pardon, il y a une culture de la petite voix à instaurer, un peu dans l'entreprise, comme tu disais, où tu le faisais avec moi, où tu le faisais avec, ta famille et cetera, de, surveiller sa propre petite voix, mais surveiller aussi un peu celle des autres, Oui, heu exactement ça. Et donc, ça demande ça d'avoir un peu demandé à l'autre de le faire, d'avoir donné la permission à l'autre d'aller me pointer du doigt ma petite voix, ce qui est très désagréable à chaque fois. Hein. Enfin, c'est même, enfin, c'est difficile de le faire de façon très bienveillante. Et du coup, quand c'est le fait en mode standard, c'est souvent très agressif, mais c'est néanmoins bénéfique, donc ça demande d'accepter ce genre de feedback-là. Et puis, en s'entraînant, on est capable de le faire de façon bienveillante, et du coup, ça permet de le transmettre beaucoup plus facilement. Mais moi, en tout cas, la politique que j'ai, c'est que je préfère 1000 fois qu'on me la balance dans la gueule, en fait, ma petite voix, plutôt, et puis c'est à moi après de la recevoir, de faire le boulot, plutôt qu'on me la dise pas de peur que je le prenne mal. Quoi. Parce que je sais que pendant des années, en fait, on me l'a pas dit de peur que je le prenne mal, et bon, bah, j'ai perdu des années, enfin, dans mon référentiel, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir perdu des années. Bah, c'est vrai que nous, en interne, alors parfois ça peut être balancé un peu en mode: «Non mais attends là, clairement c'est ta petite voix, qui te bride». Mais j'ai l'impression que la plupart du temps, c'est à la limite un jeu ou un amusement de dire: «Ah, ah, tiens, tiens, c'est quoi là qui est en train de se passer? Ce serait pas ta petite voix?» Et donc finalement c'est assez drôle à expérimenter, au jour le jour et on est tous assez satisfaits à la fois soi-même de grandir et d'aider l'autre à le faire parce qu'on grandit ensemble. Ouais, ça devient un jeu, c'est clair. Ouais. Et ça devient un jeu pour soi aussi. Hein. Enfin, ça devient un jeu dans le groupe et ça devient un jeu pour soi. Moi, aujourd'hui, je joue avec ma petite voix. C'est-à-dire que quand je détecte une nouvelle petite voix, je dis ah ouais, tiens, vraiment c'est marrant, quoi. Celle-là, je l'avais pas vu venir ou je pensais qu'elle était désamorcée depuis un moment. Et je me réjouis en fait. Enfin, maintenant, ça me fait genre saliver, quoi. De me dire ah, ok. Comment on va faire avec celle-là. Et puis je suis vachement impatient d'aller découvrir l'étape, ce qui se cache derrière. Une fois qu'elle Mmh. aura sauté, je sais que c'est pas forcément confortable ce qui se cache derrière, mais il y a une espèce de trésor. Et du coup, il y a cette impatience d'un gamin qui se dit ah tiens, il y a un cadeau là en fait. C'est quoi J'ai envie de déballer le truc et de voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que Ouais, tu m'entends? Ça bug j'ai un pas peu. tout entendu, ça a bugué un petit peu, ouais. Tu disais, il y a cette impatience d'un gamin? Ouais, un gamin qui a un cadeau où il voit à peu près la forme du cadeau, il essaie de deviner ce qu'il y a dedans, et puis il y a ouais, cet enthousiasme des enfants de rien que le fait de voir le cadeau, mais c'est la fête, quoi. Voilà. Oui, Donc c'est c'est la ça, relation que c'est j'ai avec cette petite voix maintenant. ouais, d'accord. Ouais, donc finalement, tu finis de répondre à la question que je t'avais posée tout à l'heure de quelle relation tu as à ta petite voix aujourd'hui. C'est le côté un peu: «Oh chouette!» c'est un indicateur, en fait. «Oh chouette, il y a un nouveau truc à aller creuser, super. Je vais pouvoir encore avancer sur un nouveau truc, d'un cran supplémentaire». Ouais, il y a quand même du encore, putain ça fait chier, hein, enfin faut pas se leurrer, quoi. Ouais. Si, il y a quand même des moments où j'attendais un gros cadeau enfin un gros paquet cadeau et je vois qu'un tout petit paquet cadeau, je me dis: «Oh, ça fait chier, quoi». Mais je sais pas encore ce qu'il y a dans le paquet cadeau. Une fois que j'ouvre, là, il y a pas photo. Enfin, à chaque fois, c'est cool, quoi. À chaque fois, c'est génial. Ça met parfois un peu de temps avant d'être génial. Parce que, évidemment, il y a du changement, du coup, ça secoue, Mmh. ça frotte. Et en attendant, ça limite quand même. Effectivement, ça demande du courage d'aller se dire: «Bon allez, je vais aller décortiquer ce qu'il y a derrière». Donc Voilà, j'y forcément, c'est vais, pas toujours la même fête, si quoi. j'ai peur. Ouais. J'y vais, même si j'ai peur, bonne dynamique.
Cool. Je pense on peut conclure, cet épisode ici. Qu'est-ce que c'est quoi ton petit check-out, ce que tu as envie de Mon petit conclure? check-out, je suis ravi de. Pour moi, ça fait partie des clés essentielles que j'ai pu travailler ces dernières années. Donc, je suis vraiment ravi de le partager, ça. En fait, avec le fait d'observer sa petite voix, ça peut suffire à faire le boulot, en fait. Parfois même, juste le fait de la reconnaître, piou, hop, c'est comme si ça rassurait l'inconscient ou ça permettait de détacher ce qui a besoin d'être détaché et les choses changent. C'est juste complètement fou quand c'est comme ça. C'est une clé de lecture qui est tellement belle dans une tonne de pans de notre vie, tellement utile que ça devrait être enseigné partout, je pense. Hein. C'est d'utilité publique cette clé de lecture de la petite voix. Voilà, je suis ravi de l'avoir partagé. C'est des choses que j'ai gardé un peu, conservé, je sais pas trop pourquoi, mais plutôt à nos clients pendant très longtemps. Et ça fait vraiment partie des sujets que je veux partager beaucoup plus largement aujourd'hui. Merci de m'avoir poussé sur ce sujet. Merci de m'avoir poussé sur le sujet du podcast sur lequel j'avais pas mal de petites voix. Je suis ravi. Voilà. Et toi, ton petit check-out, ton mot de la fin? J'adore ce format, j'adore de pouvoir parler de tout ça. Je vois que même si ça fait quand même, plus de 2 ans et demi qu'on travaille ensemble et que c'est au cœur de nos échanges, il y a encore des choses dont j'ai pris conscience là, rien qu'en discutant. Donc, je trouve ça hyper riche, même rien que personnellement, et de l'avoir partagé. J'ai hâte d'avoir les retours des gens sur ce que ça leur a évoqué, si ça a provoqué des choses chez eux, des envies, des petites voix. Ouais, Et, carrément. et voilà, j'ai hâte de faire le prochain épisode. Avec plaisir. À très bientôt. Merci aux auditeurs. Merci pour votre temps. Merci pour ce temps que vous prenez pour grandir d'un cran. Ça me touche énormément. Je pense que ça te touche aussi énormément, Natacha, te connaissant. Oui, merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à nous partager, les sujets, que vous aimeriez, qu'on creuse, pendant ce podcast. À très bientôt. À la prochaine. À bientôt.